Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire diffusé en direct sur le site de la Gazette des communes. Nous allons voir aujourd'hui crise du logement et si la solution résidait dans la décentralisation. Parce que le réchauffement n'est plus sujet à débat, la loi climat et résilience place désormais l'écologie à l'épicentre de notre vie quotidienne. En imposant l'accélération vers la transition, ce texte impacte très fortement notre modèle de développement et nous oblige à aller dans le sens d'une société plus sobre, notamment dans le domaine de l'habitat. Le calendrier imposé par la loi est sans appel, le compte à rebours a commencé et propriétaires, bailleurs et collectivités locales doivent se mobiliser pour atteindre les objectifs fixés par la feuille de route. Parallèlement, les mises en chantier dégringolent, de nombreux Français n'ont plus accès au crédit. Nous voilà dans une crise de concomitance de l'offre et de la demande de logement. C'est dans ce contexte que Procivis, partenaire des collectivités locales, ancré depuis longtemps sur l'ensemble du territoire hexagonal, a mené une enquête avec la Gazette des communes sur l'habitat. Au cours de ce webinaire, nous allons, avec les invités de Procivis, nous demander si la décentralisation n'est pas la clé d'une politique du logement réussie et une réponse adaptée aux défis écologiques et sociaux de la période. Pour nous accompagner, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Marjolaine Meignier-Millefer, vous êtes députée de l'Isère, présidente de l'Alliance HQE-GBC. Bonjour. Bonjour. Ensuite, je vous présente Vicente Etxezaharreta. Vous êtes porte-parole et conseiller régional de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et Yannick Borde, vous êtes président de Procivis et vous êtes maire de Saint-Berthevin, en Mayenne. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre à quelles problématiques du logement sont confrontés les territoires et les collectivités. On va ensuite s'interroger sur les réponses adoptées par les collectivités. Et enfin, nous tenterons de répondre à la question « Et si la solution résidait dans la décentralisation ?» Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Nous y répondrons au cours de ce webinaire. Et avant de commencer, nous allons nous tourner vers nos trois invités qui vont présenter brièvement leur collectivité. Marjolaine Meignier-Millefer, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre collectivité. Alors, donc, moi, je suis parlementaire. Je suis donc élue de la 10e circonscription de l'Isère. Et la 10e circonscription de l'Isère, c'est celle qui se situe entre Lyon, Grenoble et Chambéry, donc entre des pôles métropolitains d'attraction qui finalement mettent ce territoire comme un lieu à la fois qu'on traverse pour aller dans différents endroits, ou alors, et c'est je crois l'enjeu aujourd'hui, c'est de renverser cette vision du territoire qu'on traverse, avec toutes les frustrations que ça amène aux habitants, à un territoire qui connecte. Et du coup, cette dimension de connecteur européen, en fait, puisque nous avons l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry sur ce territoire, nous avons demain le projet du Lyon-Turin qui traversera le territoire à cet endroit-là, et c'est le premier carrefour, zone logistique d'Europe du Sud. Ça veut dire que c'est vraiment un lieu où tout se croise et où du coup, dans cette forte contraction en fait sur les questions foncières, eh bien, on a beaucoup de débats, à la fois une forte attractivité du territoire et en même temps du coup des besoins de logement, des besoins pour installer les entreprises, des besoins pour faire de la place à ces nouvelles infrastructures. Donc autant vous dire que chez moi, Lausanne, c'est un sujet qu'on regarde de très près. Vicente Etxezaharreta, vous, sur la région Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez nous parler un petit peu de votre territoire? Alors, c'est d'abord la région la plus grande de France. Elle est grande comme un petit pays européen, puisqu'elle couvre 12 départements, avec 6 millions d'habitants, une attractivité très forte sur la métropole bordelaise, bien sûr, qui agit comme une locomotive, sur tout ce littoral atlantique aussi, mais avec une dimension rurale quand même qui est très forte, hein, avec la problématique de la fracture territoriale qui travaille vraiment ce territoire-là. Comment dire, c'est un patrimoine écologique très fort, la première forêt européenne, première agriculture de France aussi, et en même temps avec une dimension d'innovation forte, un tissu de PME, ETI. On est la première région de France à réindustrialiser, à relocaliser. En 2019, juste avant le confinement, on créait 36% de l'emploi industriel. Voilà, donc si je devais résumer tout ça, je dirais qu'on est comme un petit Japon, c'est-à-dire des territoires avec des racines très fortes,
des cultures anciennes, etc. Et en même temps, une capacité à innover, à se réinventer. Et Yannick Borde, vous êtes président de Procivis, vous êtes maire de Saint-Berthevin en Mayenne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux Alors, deux casquettes, effectivement. Donc, le réseau Procivis, c'est un réseau de 46 sociétés qui couvrent aujourd'hui l'ensemble du territoire. Ce sont des statuts coopératifs. On est sur un chiffre d'affaires 2021 qui était d'1,6 milliard. On est à la fois promoteur, accédant à la réalisation d'accession à la propriété. On est le 4e réseau d'administrateurs de biens en France. Et puis, on a aussi la particularité d'être à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM, si bien qu'on est sur quasiment toute la chaîne du logement. Et comme on est un acteur de statut coopératif, en fin de compte, le réseau est engagé sous convention avec l'État pour des actions sociales dans le domaine du logement, et notamment, on parlera certainement de précarité énergétique en accompagnement des solutions de précarité énergétique. Donc effectivement, ça c'est mon métier depuis une trentaine d'années, je préside ce réseau depuis 10 ans. Et à côté, j'ai effectivement une expérience d'élu local, parce que je suis maire depuis 20 ans bientôt, d'une commune de près de 8000 habitants, qui est située qui s'appelle Saint-Berthevin, qui est située sur l'agglomération de Laval. Donc un territoire parfois vu, donc le département de la Mayenne, un territoire qui parfois vu d'un niveau national est assez méconnu, situé dans l'ouest de la France, un taux de chômage extrêmement bas, historique quasiment, puisque 5,5, aujourd'hui 5,5, mais quand le chômage en France était à 10, nous on était plutôt à 7,5, voilà, donc qui a toujours été très en dessous du niveau national, une commune soumise à l'obligation de l'article 55 de la loi SRU, donc pour les gens qui connaissent le logement, c'est l'obligation de 20% de logements sociaux que l'on respecte, on est sur la dérogation à 20, et puis une commune qui a aussi une particularité, c'est qu'elle a Laval, elle est en connexion urbaine directe avec Laval, c'est la seule commune agglomérée avec Laval. Donc Laval a connu une industrialisation forte au milieu des années 60, Saint-Berthevin a bénéficié de cette industrialisation, d'arrivée d'industrie sur le territoire. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'école bleue plutôt dans les grands sens que constituent les grands ensembles de logements sociaux de Laval aujourd'hui, l'école blanc plutôt sur la commune de Saint-Berthevin, et qui présente aussi la particularité d'avoir beaucoup d'emplois, parce qu'il y a 5000 emplois sur la commune, des grands groupes ont leur siège, le groupe Gruau par exemple, et puis toute la grande zone commerciale du département. Donc une histoire, une passion assez forte pour cette commune que j'ai découvert en y arrivant il y a 25 ans et dont je suis maire depuis 20 ans. D'accord. On va commencer à parler de la première problématique, qui est celle auxquelles sont confrontés les territoires et les collectivités, donc avec le logement. Yannick Borde, vous avez fait une étude sur le logement social dans les collectivités locales avec la Gazette des communes. Pour quelles raisons ? Alors nous, on trouve que la question du logement est assez mal documentée. C'est-à-dire que les données sur le logement, la data, elle pourrait être puissante et importante. Il y a beaucoup de données, mais c'est extrêmement difficile de bien cerner le besoin et bien cerner les tendances. Et puis la deuxième chose, c'est que tout à l'heure, quand je présentais le réseau, j'évoquais que le fait qu'on était, nous, très territorialisés, c'est que le marché de l'immobilier, en fin de compte, il n'existe pas. Il existe une multitude de marchés de l'immobilier. Quand on est sur le Pays Basque, il y a des problématiques. Quand vous êtes dans les montagnes, il y a d'autres problématiques. Quand vous êtes en Île-de-France, il y a une problématique. Quand vous êtes dans le secteur dit rural ou détendu, c'est un terme que je déteste, on y reviendra peut-être, il y a des problématiques. Et donc, nous, le réseau, on a souhaité depuis 2020, c'est-à-dire depuis le début du confinement, qui a entraîné beaucoup de questions sur le logement. On a vu avec le confinement que cette question, elle revenait quand même au cœur des problématiques. Ça entraînait des questions sur la métropolisation, on emmenait des choses sur le débat avec les élus. Donc, on a voulu essayer de documenter ça. Et on s'est tourné vers une population qu'on n'avait pas questionnée, nous, ou je trouvais qu'elle n'était pas assez questionnée, que sont à la fois les élus locaux et les agents aussi des collectivités locales qui ont en charge les questions d'habitat. Il faut qu'on connaisse un peu mieux deux choses. La première, c'est quelle est l'aspiration des élus pour leur territoire, puisque c'est quand même eux qui sont chargés de le dynamiser, de l'animer et de le faire vivre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme appétence, comme ambition par rapport à leur territoire? Et nous, on part du principe aujourd'hui, par exemple, qu'il n'y a pas de possibilité de développement économique sans une connexion assez forte avec la question du logement. Et ça, c'est pas toujours nécessairement bien affirmé. On entend encore parfois des élus qui revendiquent mordicus la volonté de développer le territoire de façon économique, mais qui sont assez réticents, voire freinants, quand des opérateurs arrivent avec des projets immobiliers. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis l'autre sujet, c'est qu'on ne questionne assez mal le besoin, ou quand on l'identifie, on n'est pas certain que la réponse politique soit en connexion avec le besoin exprimé par les habitants en matière de logement. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette étude, finalement ? Il ressort deux choses assez surprenantes. Une chose assez surprenante, la première, c'est qu'on s'attendait très clairement à avoir la construction neuve en tête de gondole. Et elle n'est pas en tête de gondole. Et c'est plutôt rassurant parce que moi, j'étais un petit peu inquiet il y a quelques années dans les PLH, les programmes locaux de l'habitat.
ils étaient assez simples. Je vais en dire du mal des élus, peut-être, mais j'en fais un peu partie, donc je me mets dedans. Ça me sera pardonné, du coup. C'est que dans les PLH, on mettait des objectifs de population, donc des objectifs de construction, et puis on ventilait ces objectifs de construction entre le logement social et le logement privé. Je raccourcis, je caricature un petit peu, évidemment. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, certes, il y a cette ambition-là, parce qu'il en faut, à mon avis, une, il y a besoin de construire, en tout cas, c'est notre position, c'est ma position aussi en tant que maire. Mais il y a aussi une préoccupation assez forte qui apparaît sur la rénovation et sur le bâti existant. Et ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve, que soit ressorti de la part de ceux qui vont avoir à piloter les politiques territoriales, devant la construction neuve, cette volonté de préserver et de se poser la question du devenir du parc existant. Et puis la deuxième question, qui n'est pas vraiment une surprise, c'est important de le réaffirmer, c'est la place du logement social. Parce qu'aujourd'hui, on voit une population qui a de plus en plus de mal à se loger. Le logement social est pas la réponse, hein, c'est une réponse, mais pour un certain nombre d'élus, c'est une réponse qui sort assez loin devant. Marjolaine Méhimilfer, est-ce que justement l'idée, c'est pas de faire du neuf avec du vieux? Est-ce que c'est pas une solution qui serait intéressante au lieu de construire, c'est de rénover, d'insister un petit peu plus vers la rénovation? Absolument, mais je crois que sur le sujet, il y a vraiment un consensus national sur la question de l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments dans leur ensemble. Je crois que c'est quelque chose dans lequel tout le monde a envie de s'engager. Et effectivement, la crise énergétique dans laquelle on est en ce moment, elle confronte les élus au fait qu'aujourd'hui, ils sont confrontés au patrimoine énergétique existant, qui est très consommateur et qui, du coup, leur grève énormément leur capacité d'action territoriale. Donc, je crois qu'on se rend compte que c'est le moment, effectivement, de se saisir de ces enjeux, de se réapproprier les bâtiments dont on dispose dans les territoires et de regarder, effectivement, comment on réaménage ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'il y a des zones dans lesquelles il y a davantage d'emplois, dans lesquelles les gens veulent davantage aller et où, du coup, on a davantage envie de s'installer. Et donc, il y a des besoins de logement dans certaines zones qui sont non couverts, alors même que dans d'autres territoires, on a des offres existantes qui, du coup, deviennent détendues. Et effectivement, aujourd'hui, je crois que les questions, c'est de mettre tout ça ensemble, c'est-à-dire de plus poser la question, comme on l'a peut-être fait auparavant, de manière très fracturer une politique à côté d'une autre, mais aujourd'hui de rassembler les politiques. Moi, je suis d'accord avec Thierry Borde en disant le développement économique sans le développement du logement, ça fonctionne pas bien derrière. Mais du coup, en sens inverse, d'avoir des politiques de logement sans avoir une vision de politique économique en même temps, ça fonctionne pas non plus. Donc, il faut qu'on se redonne ces souplesses de synergie positive dans les territoires pour qu'à la fin des fins, à la fois on tienne nos engagements environnementaux, parce que vous avez dit, la loi nous contraint beaucoup. C'est vrai, la loi, elle fixe des objectifs qui sont ambitieux, mais en fait, la loi, c'est une déclinaison de la contrainte environnementale qui s'impose à nous tous, en fait. Et la loi, pour certains, si vous écoutez bien dans les territoires, elle ne va pas encore assez loin, elle ne va pas encore assez vite. Et donc, il faut qu'on trouve ce rythme d'action qui permet d'être ambitieux et d'aller de l'avant, et en même temps qu'on soit capable d'accompagner les gens dans les transformations au fur et à mesure qu'elles se posent. Alors justement, dans l'étude, on parle aussi des freins. On parle des freins, de l'acceptabilité aussi. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, Yannick Borde? Sur les freins, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une contradiction assez forte. Dans une autre enquête qu'on avait faite auprès des ménages, les gens comprennent qu'il y a besoin de logement, mais ont une vraie réticence à accepter la densification, en tout cas la densification à côté de chez eux. C'est un peu comme les éoliennes. Les éoliennes, tout le monde comprend qu'on en a besoin, mais personne ne veut les voir. Et puis, quelle densification. Et quelle densification. Donc là-dessus, nous, on a travaillé un petit peu. La densification, de toute façon, elle ne peut pas être non plus unique, c'est-à-dire elle ne va pas être la même suivant les territoires. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que d'un côté, les élus doivent s'approprier cette question de la densification, voir ce qu'ils sont prêts à accepter. Il y a les PLU qui fixent quand même un certain nombre de règles. Il faut savoir que déjà, on s'auto-censure un peu. Quand je dis on, c'est à la fois les élus, mais aussi les opérateurs, puisqu'il y a à peu près... La construction réelle, c'est à peu près 70% de ce que les PLU permettent en termes de constructibilité. Donc ça, c'est un élément. L'autre gros frein, donc la densification est une vraie question. L'autre gros frein, c'est la problématique foncière. On était hier avec Madame la députée au CNR, ça a été le sujet qui a été un peu mis sur la table. C'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte qu'on ait une culture foncière peut-être de la part des acteurs, c'est-à-dire élus, opérateurs, un peu plus partagés, un peu ensemble, et puis qu'on arrive à contrer cette réticence à mettre du foncier sur le marché, quoi. Alors justement, j'ai une première question d'internaute. Qu'est-ce qui est ressorti du CNR Logement hier?
Alors c'est Je sais pas difficile. qui C'est un veut- lancement. C'est un donc, lancement, donc on peut difficilement dire qu'il en est ressorti tout de suite quelque chose. La seule chose, ça va nous occuper 3 mois. Hein. voilà, la seule Ouais. chose que moi j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti, c'est d'abord de la part des acteurs qui étaient là, des professionnels du logement de tous bords, hein, c'est-à-dire il y avait des associations de locataires, des promoteurs, enfin toute la chaîne et toute la famille, on va dire, un consensus sur la situation actuelle. Après, chacun a ses petites nuances, mais globalement, ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir certainement, je l'espère, de l'imagination dans les propositions qui vont être faites pour répondre à la crise actuelle, qui est une crise de l'offre, c'est pas nouveau, de la demande, c'est nouveau. Ça date de quelques mois, avec notamment l'effet taux d'intérêt, si bien qu'il va y avoir une pression quand même un peu sur l'État pour demain nous dire aussi ce qu'il entend par rapport à ça, ce qu'il veut faire. Et moi, je pense que ça commence par quelque chose qu'on n'a jamais fait de façon très précise. C'est est-ce qu'on est capable d'avoir un diagnostic partagé avec l'État, nous les opérateurs, sur la situation réelle du moment. Alors, justement, une question pour vous, Vicente Etxezarreta. Est-ce que vous pensez que tout le monde est d'accord sur le diagnostic entre État, collectivité locale, acteurs du logement, et est-ce que tout le monde est prêt pour cette rénovation? Alors d'abord, ce que je trouve, c'est que cette étude Procivis, elle valide au fond l'intuition que nous avons de vivre la fin d'un cycle. La fin d'un cycle parce que d'abord ces grands plans nationaux de construction n'ont pas finalement fonctionné. Le choc d'offres n'a pas eu lieu. On sent là vraiment des difficultés à augmenter significativement la production. Fin d'un cycle aussi parce que maintenant la problématique environnementale devient première. Et donc qui dit problématique environnementale dit que la réhabilitation par rapport à la construction devient très importante parce que vous savez que le secteur de la construction est un des émetteurs de CO2 les plus importants. Et dans le même temps, le Conseil national des architectes nous dit qu'il y a 2 à 3 millions de logements vacants en France. Et aussi une fin de cycle parce que les aspirations de nos concitoyens changent. Il y a eu les confinements et il y a maintenant cette aspiration à choisir le lieu où l'on veut vivre. Et les technologies permettent de ne plus être autant dépendants des grandes métropoles ou de la capitale. Juste en pointillé, c'est quelque chose que vous ressentez dans vos territoires, ça, cette évolution depuis le confinement, avec une arrivée, peut-être pas massive, mais de nouveaux habitants. Il y a eu des phénomènes avant, c'est-à-dire je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, c'est par exemple des infrastructures telles que les TGV, sont aussi des aspirations. Bordeaux a été victime, peut-être, on peut dire ça aujourd'hui de ça, Nantes l'a été en son temps, Rennes aussi. Nous, on sent qu'il y a un questionnement. Enfin, on a bien vu avec la crise sanitaire qu'on n'a pas vécu de la même façon la crise sanitaire suivant la qualité de son logement. Ouais, quand vous êtes, voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il va falloir le traiter. Après, il ne faut pas non plus rêver. Tout le monde n'a pas les moyens de se prendre une résidence secondaire. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 2 charges de logement si je dois être en télétravail 3 jours et 2 jours à l'hôtel ou en résidence appart-hôtel quelque part. Donc, je dirais même que le monde n'a pas les moyens de se permettre que tout le monde puisse faire avoir ça. de logement, tout à fait. C'est un sujet donc, aussi des limites. Il faut trouver le bon équilibre entre tout ça. Il y a une aspiration. Est-ce qu'on est capable d'y répondre? Je ne suis pas certain. Moi, on l'a senti en Nord-Isère, cet effet, mais ça a été un peu une bulle, vraiment pendant la période Covid, où effectivement on sentait notamment les Lyonnais qui regardaient effectivement s'ils n'avaient pas le moment de s'installer dans le territoire à côté. Ça a eu un effet d'ailleurs de frustration pour le territoire, parce que des habitants du territoire historique qui n'arrivent pas du coup à se loger depuis, parce que le prix... entre le prix constructif qui a augmenté du fait des différentes crises et puis la question du foncier disponible fait qu'aujourd'hui, pour les habitants qui ont toujours habité là, il n'y a plus forcément d'espace pour eux. On verra ça tout à l'heure avec vous, parce que c'est vrai que sur le Pays Basque, je crois que là, c'est extrêmement tendu. Sur cette question du diagnostic, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur le diagnostic? Est-ce qu'il est partagé par l'État, les collectivités? Je crois qu'il l'est aujourd'hui, mais pour autant, nous restons au milieu du chemin à accomplir. C'est-à-dire que, selon moi, les dernières années n'ont été qu'un accompagnement des concentrations vers des métropoles, vers
le littoral. Et donc, si vous voulez, l'État est dans une logique d'accompagnement des concentrations des activités, du logement, etc. Et on a ce sentiment que plus on construit, plus la pénurie s'aggrave. Finalement, c'est un paradoxe. Mais tant qu'on ne rompra pas avec ce paradigme de vouloir concentrer toutes les activités humaines dans des zones très étroites, je pense qu'on ne résoudra pas la crise que nous connaissons aujourd'hui. L'État est au milieu du chemin. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de se dire que l'on mène une véritable politique d'aménagement du territoire et on déconcentre les activités économiques pour ne pas que tout soit à Paris, tout soit dans les grandes métropoles, mais qu'on est dans des villes d'équilibre, dans des villes moyennes, une politique volontariste d'installation des activités économiques pour justement, en plus, pouvoir redynamiser ces territoires-là. Marjolaine Meny-Villefert, est-ce que vous pouvez juste rappeler rapidement quelles sont les grandes problématiques énergétiques auxquelles sont confrontés les général ? Alors, pardon, mais j'ai envie d'abord de rebondir sur pardon, avant de questionner l'énergie, mais sur les territoires, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a besoin de mettre les territoires en réseau les uns par rapport aux autres et effectivement d'arrêter la vision d'un territoire qui distribue. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est effectivement assez partagé. Après, derrière la question que vous posez sur ce séminaire, c'est est-ce qu'il faut déconcentrer, décentraliser ou est-ce qu'il faut continuer avec une vision nationale des sujets ou est-ce qu'on peut travailler sur une vision partenariale? Pour moi, il y a ces trois pistes en fait. C'est soit on a une vision très État qui planifie, et qui distribue les ordres dans les territoires. Je pense que ça ne marche pas, ça a été dit, et je pense que ça ne fonctionne pas bien. La deuxième option, c'est de dire que du coup, on lâche la main au territoire. Et là, c'est Thierry qui le mentionnait en disant ça ne marche pas toujours non plus, parce qu'on dit bien que le maire bâtisseur, c'est un maire battu. Il y a l'expression. Non, mais il reste des choses comme ça. Et aller expliquer le ZAN quand on est directement en lien avec ses habitants pour expliquer que le territoire qui était constructible ne le devient plus, ou, à mon avis, c'est des pressions fortes sur les élus. Et moi, je pense que la réponse, elle est dans la contractualisation entre la vision de planification nationale et la capacité d'action territoriale qui est fine. Et je crois que c'est ces outils de partenariat vraiment sincères et solides qu'on doit construire ensemble et qui nous permettront d'y arriver. On reviendra sur cette question justement de décentralisation, de partenariat, etc. Mais vous avez abordé la question du ZAN. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? La Première ministre en a parlé lors du Salon des maires il y a la semaine dernière. La logique du zéro artificialisation nette, c'est un objectif à 2050. L'objectif qui est de dire qu'on doit freiner d'ici à 2050 le rythme d'artificialisation en le divisant d'abord par 2 d'ici à 2030 et ensuite en essayant d'arriver à un équilibre où pour un territoire artificialisé, on aurait un territoire rendu et c'est comme ça qu'on ferait le ZAN. Ça ne veut pas dire qu'on fige le territoire là où on en est, mais ça veut dire qu'on travaille le retour à la nature dans un sens ou dans un autre pour permettre au territoire de respirer au fur et à mesure dont on a besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien su faire à travers le temps puisque on a un rythme d'artificialisation des sols qui est vraiment très important. Plus important d'ailleurs que le rythme de croissance de la population, ce qui du coup pose question. Et il faut qu'on freine ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les experts du climat, à la fois, ça fait des années qu'ils nous disent qu'il faut lutter contre le changement climatique et réduire l'impact CO2. Mais aujourd'hui, ils nous appellent à l'aide sur la question de biodiversité en disant attention, attention, le volet de la biodiversité est tout aussi important que le volet de la lutte contre le CO2. Et d'ailleurs, les deux vont ensemble. Et il ne faut pas ménager ce sujet biodiversité. Il faut vraiment qu'on l'ait à cœur. Donc le ZAN, il correspond à cet objectif-là. Il vient effectivement se cumuler à d'autres enjeux dans les territoires qui sont effectivement continuer à bâtir, continuer à offrir des offres. Et ça, c'est justement pour ça qu'on a besoin de lieux comme le CNR Logement pour réussir à faire que les sujets soient partagés. Parce que l'ambition l'est, mais la mise en œuvre, pas encore. Yannick Blanc, vous vouliez intervenir. Oui, sur le zéro artificialisation nette, effectivement, c'est le sujet qui est sur la table d'abord parce qu'il va falloir qu'on définisse bien, il manque encore des éléments de définition. Et puis après, il va falloir résoudre une équation, c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a besoin de logement? Si on répond oui. On est d'accord pour dire, et je pense que la profession, les professions immobilières partagent le fait de réduire la consommation agricole, de terres agricoles. Et après, on revient sur la question de la densification, parce que si on dit qu'on a besoin de construire, et si on ne peut pas s'étaler, c'est qu'à un moment donné, il va falloir construire plus là
et monter éventuellement. Et monter, ouais. Et là où je veux en venir, c'est sur 2 sujets qui me semblent être nécessaires de mettre sur la table. Le premier, c'est quelle forme urbaine on accepte. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire. On prend souvent un peu la caricature de la maison individuelle, mais c'est vrai que la maison individuelle, moi je suis sur l'ouest de la France, c'est des territoires historiques de construction de maisons individuelles, 500-600 mètres carrés, mettez la maison au milieu, tondez la pelouse autour. Bon, ça c'est un peu derrière nous. Donc à nous, élus, d'accepter des nouvelles formes urbaines, et on sait faire, nous opérateurs, 20-25 logements sur 1 hectare en maison individuelle, sauf que c'est plus dense, il y a éventuellement des stationnements déportés, enfin une organisation urbaine assez différente. Et puis la deuxième chose à laquelle je crois, qui a été inventée en septembre 2020 en sortie de confinement, c'est le fonds friche. Aujourd'hui, la reconquête des friches industrielles ou des friches dans toutes les communes de France, il y a l'ancien garage du centre-bourg, qu'il faut. Tout ça, on sait qu'entre ce qu'en attendent les propriétaires, qui est peut-être un peu excessif, en tout cas la valeur minimum que ça peut avoir, le coût de déconstruction que ça peut avoir, et dans un certain nombre de cas, la dépollution, ça ne marche pas économiquement. On n'arrive pas à régénérer un foncier qui permet de réaliser une opération dans des conditions économiques. Donc il fallait trouver quelque chose, et je pense que ce qui a été fait sur le front friche est une bonne piste. Il est à peu près sanctuarisé, il est un peu mélangé d'un plein d'autres choses, donc il va falloir voir comment il va être utilisé. Mais moi, sur la commune, je viens d'en bénéficier, sur une opération de requalification urbaine, et je pense que c'est vraiment une solution qu'il faut cranter de façon assez définitive. Vicente Cesaretta, vous vouliez dire quelque chose? Oui, absolument, sur le zéro artificialisation nette. Bon, on partage tous cet objectif environnemental qui est clé. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'avenir, les rendements agricoles diminueront. Donc il faut absolument préserver cette terre-là. Mais dans le même temps, il faut voir ce que l'on a aujourd'hui. On a des zones trop denses et d'autres trop peu denses. Donc il ne faut pas que cet objectif-là conduise à pénaliser les territoires les plus enclavés, ce qui empêcherait leur propre développement. Donc il faut bien trouver l'équilibre. Je crois pour ma part que si la problématique environnementale continue d'avoir cette acuité-là, si par exemple les ressources en eau deviennent clés, vous savez que cet été, même au Pays Basque, on a dû faire rouler de l'eau, c'est-à-dire faire venir de l'eau dans des camions citernes dans certaines villes. Donc, si la problématique de la ressource en eau devient clé, on ne pourra plus accepter d'avoir une densité d'habitants trop importante dans certaines zones. Donc, il va bien falloir mitiger tout cela, équilibrer. D'accord. Pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est important de dire que le ZAN, c'est vraiment ça, un équilibre en construction. Parce que l'intérêt d'avoir mis ce texte-là, on a bien conscience que c'est une forme de pavé dans la mare, parce que ça a confronté les gens à une problématique qui n'était pas dans les esprits de la même manière. Moi, je trouve que ça a la vertu aujourd'hui. Alors certes, aujourd'hui, les gens se disent, mais comment on va faire? Mais justement, les gens se disent, comment on va faire? Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, alors que le sujet a été très mal pris en compte, dans lequel les questions d'aménagement du territoire ne se posaient pas comme ça en tout cas. Aujourd'hui, le sujet se pose, les solutions sont en train d'émerger, et bien entendu que ces questions de définition, d'affinage, de discussion, même de négociation, elles vont être mises en cours, et ça va permettre de réussir sur les solutions. À la fois, 2050, c'est proche, mais à la fois, c'est du temps. Donc, on a cette capacité à se dire qu'on a un rythme à diviser d'abord par 2, et ensuite, à la fin, on doit pouvoir arriver à des opportunités, parce que c'est des opportunités pour les territoires de retrouver des espaces. La maison individuelle, on se dit, c'est la fin de la maison individuelle? Non, je ne crois pas. Mais c'est d'une autre forme. Et en plus, d'un point de vue, si on se place du côté des services publics, on peut amener des services publics quand on a un peu plus de densité d'habitation. Et donc, du coup, derrière, ça peut dire pour des territoires où, certes, on aura un peu plus de densité, mais il y a derrière des services qui vont en face, un accès à la culture peut-être qui est loin quand c'est très détendu, ou des services, par exemple, en mobilité, là aussi, où en général, on n'a pas grand-chose qui est offert sur les territoires où il n'y a pas une densité de population très importante. Alors justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler un petit peu de vos collectivités en particulier, voir comment vous traitez ces problématiques. Yannick Borde, est-ce que vous pouvez nous donner une photographie de Saint-Berthevin et de comment ça se passe dans votre commune? Alors c'est sans doute pas facile pour une commune d'avoir aussi un maire dont c'est un peu le métier, donc pas facile pour lui pour d'autres raisons, mais ça permet d'avoir peut-être aussi une vision. Nous, on a une commune qui a plusieurs particularités. D'abord, elle est historiquement quasi 100% pavillonnaire jusqu'à la fin des années 80. Voilà, donc c'est les communes
de première couronne d'une ville-centre de 60 000 habitants, qui après s'est construit avec une énorme zone économique qui fait tampon entre la ville de Laval et la ville de Saint-Berthevin, avec une particularité aussi quand j'ai été élu maire, c'est qu'il y avait un axe central où il y avait 14 000 véhicules qui passaient par jour, une 4 voies qui faisait Paris-Brest. Voilà, donc un environnement urbain assez années 60-70, voilà, où c'était pas super pensé, on avait urbanisé la ville d'un côté et de l'autre, quoi. Et on n'avait pas réuni les deux côtés. Donc nous, on s'est appliqué à faire ça, ça a été requalifié, on a eu un peu de chance, il y a eu une requête qui s'est faite, on a pu détourner un certain nombre de véhicules. Et puis on est une commune depuis 2001 soumise à l'obligation de loi SRU. Alors historiquement, Saint-Berthevin a toujours eu une quote-part de logement social. Quand moi j'ai été élu maire en 2003, il y avait 14% de logements sociaux. Aujourd'hui, on est à 20%. C'est le seuil qui nous est fixé par l'État. Et qu'on n'a pas de mal à tenir, puisque, en fin de compte, on est dans une stratégie où, quand on fait 4 logements, le 5e, on essaye de faire en sorte que ce soit un logement social. Alors, on ne raisonne pas nécessairement à ça à l'opération. On raisonne à ça sur un ensemble d'opérations. Et j'aurais plutôt tendance, pratiquement, à dire sur le mandat. Et puis l'autre élément important qui valait en 2008, parce que l'étude date de 2008, mais je suis convaincu que ça marche encore, et pour avoir discuté avec beaucoup de collègues maires sur le sujet, je pense que c'est toujours le cas, sur des communes de cette sociologie-là, en fin de compte, un peu vieillissante compte tenu de sa période d'urbanisation, pour maintenir la population, il faut faire entre 40 et 50 logements par an. Pour maintenir, entre le couple où il y en a un qui décède et l'autre reste tout seul, les familles monoparentales, les gens qui se séparent, les enfants qui partent du logement. Voilà. Donc, quand on est élu local, on aspire à ce que sa commune se développe, ou au moins à ce qu'elle se maintienne. Bon, la population est un critère, c'est pas le seul, mais c'en est quand même un assez significatif. Et voilà. Donc, nous, on a essayé d'urbaniser la ville de façon harmonieuse mais régulière. Bien évidemment, il y a les investissements d'infrastructures qui doivent être accompagnés. On a la chance d'avoir une commune qui est plutôt en bonne santé financière. On a la chance aussi d'avoir un cadre de vie. Et puis on est sur un territoire où, tout à l'heure vous le disiez dans la présentation de départ, on a un taux de chômage qui est relativement faible. Aujourd'hui en Mayenne, il y a 3500 postes ouverts. On n'était pas détecté comme un territoire où il y avait un problème de logement, sauf qu'aujourd'hui, des entreprises ont des problèmes pour trouver des salariés, et ces salariés ont des problèmes pour trouver des logements, donc ils vont à 40 km, ils vont en périphérie de Rennes qui est à 3 quarts d'heure, et on a la chance d'être à 1h10 de Paris en TGV, ce qui aussi est une aspiration plutôt positive. Alors je parlais de l'exemple de Bordeaux, mais nous, à notre échelle, c'est plutôt favorable. Voilà, donc un territoire qui vit bien, mais qui a aussi ses problématiques logement, alors que souvent, dans le spectre de la politique nationale, on apparaît dans cette notion de territoire détendu que moi je combats, parce que c'est pas le cas, tout simplement. Alors, je disais tout à l'heure, j'évoquais le cas du Pays Basque en Nouvelle-Aquitaine, qui est particulièrement compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Vicente ? Alors effectivement, la crise du logement y est très vive. Alors moi, je distingue 3 vagues successives. Il y a eu d'abord la vague des résidences secondaires, avec des villes comme Saint-Jean-de-Luz, où il y a plus de 60% de résidences secondaires maintenant, avec des impacts concrets sur la vie locale, comme par exemple des classes qui ferment, et des habitants qui nous disent le droit d'avoir un logement doit passer avant celui d'en avoir 2. Vous voyez ? Ensuite, il y a eu la vague Airbnb. Donc ça a multiplié les capacités de louer sur des périodes courtes. Et ce que l'on observe, c'est que beaucoup d'appartements qui étaient loués de façon annuelle, etc., ont été basculés vers ce mode Airbnb qui est beaucoup plus rémunérateur, en fait. Et donc cela a appauvri le parc disponible. Et maintenant, il y a une 3e vague, le télétravail. Et cette fois-ci, la pression sur le territoire n'est plus seulement sur juillet-août. C'est une pression qui devient durable, quoi. Avec une pénurie qui donc explose, bien évidemment, et qui a des répercussions, comme vous l'avez souligné, sur le tissu économique. Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir au Pays Basque des entreprises qui quittent le territoire. Parce qu'ils n'ont plus de gens qui peuvent habiter. Absolument. Et on identifie même le retour d'une forme de paternalisme, quoi, où l'entrepreneur doit trouver des solutions pour ses propres employés et va parfois même construire ses propres logements.
Donc c'est un retour à cela, c'est assez frappant. C'est quelque chose que vous constatez oui, aussi en Isère? absolument. Comment ça se passe dans votre C'est département? les mêmes sujets, c'est intéressant parce que 3 territoires quand même très différents et on est dans la même situation sur le Nord-Isère avec effectivement, là encore, moi je dis tout le temps, plus d'emplois que de gens qui en cherchent. Donc théoriquement, on devrait être un équilibre parfait et c'est pas le cas. On a quand même des gens qui sont en difficulté et pour trouver de l'emploi, donc une adéquation offre-demande qui ne se fait pas et par ailleurs des vraies problématiques pour loger les salariés. Et effectivement, c'est parfaitement vrai, des employeurs qui disent mais moi j'en suis à proposer d'aller faire de proposer des offres d'emploi dans d'autres territoires, de payer le déménagement, de loger les gens sur les 2 premiers mois pour leur faire un espèce de panier d'accueil pour qu'ils soient prêts à venir dans le territoire tellement on a une contrainte. De la même façon, ils réfléchissent à la manière dont ils peuvent peut-être intégrer plus vite des ressortissants étrangers qui pourraient s'installer plus vite dans les territoires pour venir prendre des emplois qui ne sont pas pourvus. Donc il y a une vraie tension sur ce sujet-là et la question du logement, elle est vraiment clé en face, effectivement. Quels sont les axes prioritaires pour vous, chez vous, en matière de logement et quels problèmes est-ce que vous identifiez? Les axes prioritaires chez nous, je pense que c'est un peu les mêmes partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je pense, un sujet majeur autour du foncier. Ça a été plusieurs fois évoqué lors de la réunion du CNR hier. Je pense qu'il y a un déficit de culture sur le foncier. Ça fait peur le foncier parce que c'est un temps long. Voilà, quand on a préparé cette émission, j'évoquais un sujet. On est en train de lancer un appel à projet en ce moment que mes équipes travaillent. Sur un foncier dont le premier 6 000 m² en plein cœur de la ville, dont la première poche a été achetée par un de mes prédécesseurs il y a plus de 20 ans. Donc on aurait pu aller plus vite, on aurait pu aller sur des expropriations ou des mesures un peu plus dures. On n'a pas voulu faire comme ça. Et par contre, on a usé d'outils, peut-être que les élus parfois hésitent aussi à utiliser, qui est le droit de préemption. Je pense qu'il faudrait que le législateur d'ailleurs nous aide un peu là-dessus pour nous permettre de le faire de façon un tout petit peu plus souple. Alors pas à la tête du client parce que ça sera compliqué, pas tomber là-dedans, mais aujourd'hui c'est un tout petit peu contraignant quand même et on peut avoir un peu peur de ça. Donc je pense que ça c'est la question foncière, elle est assez cruciale avec une difficulté, c'est que le temps politique n'est pas tout à fait compatible avec le temps de la réflexion et des impacts sur la politique du logement. Mais sauf que ça doit changer. Sauf qu'il faut changer. Et moi, je suis assez fan, effectivement, de réfléchir à cette notion de déconcentration. La loi 3DS a créé quelque chose qui s'appelle les organisatrices de l'habitat, les OAH. Autorité, voilà, je cherchais le A, merci. Qui aujourd'hui sont un peu des coquilles vides. Il y en a très peu qui se sont montés, en tout cas que les collectivités se sont appropriées. C'est un peu comme le transport dans les régions ou dans les départements, je dirais se saisir complètement de cette compétence à la bonne échelle, qui est peut-être l'échelle intercommunale, pas l'échelle communale. À mon avis, l'échelle intercommunale peut être la bonne échelle. Peut-être pas trop au-dessus, sinon on va retomber dans les problèmes de captation de la métropole, etc. Voilà. Donc voilà, il y a certainement quelque chose à construire entre le niveau national de l'État qui fixe l'orientation, c'est son rôle, et puis l'application sur les territoires. Alors peut-être juste avant d'aborder cette question de la décentralisation, parce que le temps commence à jouer en notre défaveur, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais juste qu'on parle de la question de l'acceptabilité, un petit peu, et comment vous voyez les choses, Vicente Cesaretta. Alors c'est vrai que l'acceptabilité de grands projets urbains aujourd'hui, comme des grandes infrastructures, elle devient de plus en plus difficile. Il y a au Pays Basque notamment des mobilisations régulières pour empêcher la construction de nouveaux logements, alors même que nous sommes en pénurie. Donc c'est vous dire à quel point les situations se tendent localement et que cette logique du construire toujours plus, artificialiser, densifier, ça je crois que c'est vraiment la fin de ce monde-là, quoi. Je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme de ce côté-là et effectivement véritablement décentraliser et déconcentrer comme nous l'aborderons bientôt. Marjolaine Meunier, sur l'acceptabilité de la rénovation énergétique.
Qu'est-ce Mais que vous encore une pouvez fois, dans le grand cadre, il y a un consensus, tout le monde est d'accord. Vraiment, tout le monde est d'accord. Tout parti politique confondu, toute vision professionnelle confondue, tout le monde est d'accord sur les enjeux de transition environnementale, tout le monde est d'accord sur l'aspect social de ces enjeux en disant, bien évidemment, on ne peut pas laisser les gens dans des situations de mal logement comme on en a encore trop souvent aujourd'hui. Enfin, vraiment un vrai consensus sur les objectifs large. La difficulté, c'est la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, on se rend compte qu'on accepte bien ce qu'on comprend bien. Et en réalité, le niveau de compréhension de ces sujets, il est mal partagé. Les constats sont mal partagés. Déjà, au niveau national, encore une fois, je suis d'accord sur la question de la data. On s'interroge sur les données dont on dispose, les chiffres, est-ce qu'on compare bien les mêmes choses, etc. Sur le sujet de la rénovation énergétique, la mission des 5 dernières années, ça a été de se doter d'outils qui permettent de dire exactement où on en était du nombre de passoires thermiques à traiter, d'observatoires de la rénovation énergétique. On n'avait pas ces chiffres. Donc il faut, à un moment donné, pour savoir ce qu'on doit traiter, il faut savoir le mesurer et le chiffrer correctement. Et ensuite, il faut que ce constat et ces chiffres ils soient partagés avec les territoires pour que les territoires ils puissent se saisir de ces sujets aussi en volontarisme, en fait. Et du coup, on le subit moins quand on en est partie prenante. Et je pense que c'est ça la clé. Sur la rénovation énergétique, là où il va falloir faire très attention, je prends la casquette plutôt professionnelle, les échéances sont inscrites dans la loi résilience, climat résilience. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller. De toute façon, s'il n'y avait pas d'échéance, on n'irait sans doute pas. Donc, il faut vraiment aller sur... S'il n'y avait pas d'échéance, on n'irait pas. Voilà, je pense qu'il faut... Moi, je ne fais pas partie dans la profession de ceux qui demandent à repousser les échéances. Il faut y aller. Il y aura de la revoyure, on fera le point, on y arrive, on n'y arrivera pas. Là où il faut juste être très prudent, c'est... il y a à peu près 7 millions de logements aujourd'hui concernés par les étiquettes énergétiques EFG dans le parc privé. Ouais. Parce que le parc social a déjà, à part le E, sur lequel il y a encore un peu d'effort, mais le reste plutôt fait. Donc, il faut que les collectivités, dans leur stratégie, notamment je pense au PLH et après aux flux financiers éventuellement qu'elles pourraient avoir à privilégier, entre la construction neuve et la rénovation, il faut vraiment qu'elles regardent de façon extrêmement précise cette ambition et cette exigence de la rénovation énergétique, parce que si ces logements-là sortent du marché, c'est la crise qui s'amplifie sur le manque de logement, et sinon, on va se retrouver avec des logements qui risquent d'être vendus, dont certains vont peut-être, excusez-moi du terme, se débarrasser, puis il y aura peut-être malgré tout des acheteurs, puis on va se retrouver avec des problématiques éventuellement de risque de marchands de sommeil ou de choses très dégradées, des choses qu'on ne va pas trop maîtriser, et il faut vraiment regarder ça de très près. L'autre point, c'est là où il faut avoir conscience de la difficulté, c'est que quand vous êtes sur un pavillon individuel, la décision elle est relativement simple. Quand vous êtes sur le champ de la copropriété, je crois que le ministre du Logement doit annoncer des choses dans les prochains jours sur les règles de décision de travaux en copropriété, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire entre le moment où vous arrivez avec quelqu'un qui vous dit quand est-ce qu'on fait les travaux dans notre immeuble et vous passez tous les obstacles des votes avec les majorités complexes qu'il y a, il se passe 3 ans. Donc si votre immeuble il est F aujourd'hui et qu'il faut 3 ans avant de décider, on est déjà hors délai. Donc voilà, donc il faut avoir conscience de tout ça, mais je pense que les programmes locaux de l'habitat doivent vraiment regarder ça avec beaucoup de précision. Vicente, rapidement, parce qu'il faut qu'on parle de décentralisation. Un mot très court pour dire que sur cette problématique-là, il faut que nous réussissions à réconcilier les problématiques de fin du mois et de fin du monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'accompagnement pour aider notamment les plus modestes dans cette transition-là. Ce qu'a montré le mouvement des Gilets jaunes, c'est que quand on ne fait pas cet accompagnement social de la transition, eh bien, on braque et on n'y arrive pas finalement. Et un mot aussi pour dire, parce que nous n'avons pas évoqué l'innovation. Souvent, il y a une forme de fatalité qui nous gagne quand on parle des problématiques environnementales, énergétiques, etc. Je veux quand même témoigner des startups qui existent, notamment en Nouvelle-Aquitaine, et qui font que demain, nous aurons par exemple des façades intelligentes qui produiront leur propre électricité. Nous avons aussi des startups qui produisent maintenant du ciment à partir, d'argile crue. C'est-à-dire qu'on peut révolutionner vraiment les différentes technologies, les différents matériaux. Et donc, voilà, je ne veux pas qu'on tombe dans un
dans le pessimisme ambiant, je pense que cela fait partie du mouvement de décentralisation aussi, de faire émerger tous ces acteurs-là qui inventent des solutions. Alors justement, pour aller dans ce sens-là, on va parler de décentralisation, je vous passerai la parole, parce qu'il faut vraiment qu'on aille vite. On va dépasser un peu le terme de l'émission, on va prendre un peu de temps. Donc si la solution réside dans la décentralisation, vous, dans la Nouvelle-Aquitaine, vous n'avez pas attendu la décentralisation pour intervenir en matière de logement. De quelle manière ? Alors effectivement, nous avons forcé la décentralisation. Bon, je pense que vous connaissez tous le président Alain Rousset, donc, qui est un chantre de la décentralisation. En fait, normalement, la compétence logement n'est pas une compétence d'une région. Cependant, comme on a pu le décrire, les effets de déstabilisation actuellement sont tellement importants que la région doit s'y intéresser. Et donc, nous avons mis le pied dans la porte et nous nous occupons du logement étudiant. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient d'un territoire, quand on n'est pas dans une grande ville, etc., si vous voulez poursuivre vos études, etc., il faut souvent déménager. Parce que les écoles, les universités se concentrent dans les grandes métropoles. Or, comme cette pénurie-là n'épargne pas ce monde étudiant, la question du logement devient le principal obstacle à l'égalité des chances. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous intervenons dans la construction de logements sociaux étudiants. Aujourd'hui, nous avons un ratio d'à peu près 8 logements sur 100 qui sont de ce type-là. Nous aimerions monter jusqu'à 12 logements sur 100. Sur le mandat précédent, nous avons investi environ 25 millions. Et là, nous allons faire la même chose. L'objectif, c'est de construire 700 logements étudiants par an. D'accord. Yannick Borne, pour vous, le logement, c'est une affaire d'État ou c'est une affaire locale ? Pour moi, c'est d'abord une affaire locale. Alors effectivement, avec une politique nationale qui doit exister, mais quand j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a pratiquement autant de marchés qu'il y a de territoires, on voit bien que c'est d'abord une affaire locale. Moi, je pense qu'il faut, et c'est des messages qu'on essaiera de porter dans le cadre du CNR Logement, qu'il faut trouver cette articulation entre la politique nationale et la descente sur le territoire et de donner un système de contractualisation plus fort. Je prendrais deux pistes, un peu de travail. Nous, on est des adeptes de la révision, par exemple, des zonages qui existent, les A, B, C, qui ont à un moment donné eu un sens, qui sont nés d'ailleurs parfois des dérives des opérateurs immobiliers, donc chacun sa part de responsabilité là-dedans quand même, mais qui aujourd'hui sont plus du tout le reflet de la réalité des territoires. Et je prends par exemple le test qui a été fait en Bretagne, ce qu'on appelle le Pinel breton, ce dispositif Pinel qui est open aujourd'hui sur les territoires qui permettent d'en avoir, c'est-à-dire les zones classées A ou B1, qu'on ne peut pas faire ailleurs, donc du coup il y a moins d'opérateurs ailleurs ou pas d'opérateurs, ce qui crée une tension de prix sur les marchés où il y a, et puis une absence d'offres sur les marchés où il n'y a pas de Pinel. Et donc sur la Bretagne, il y a eu ce test où on a regardé ce qui s'était fait pendant quelques années en nombre, on a un peu sanctuarisé ce nombre, on s'est dit tiens, et puis est-ce qu'on, plutôt que de le concentrer sur Rennes et sur Saint-Malo, qui étaient les deux agglos B1, est-ce que les élus sont capables de s'entendre pour se le répartir sur le territoire ? On en fait un peu à Brest, un peu à Vannes, un peu à Lorient, et on a une harmonisation un petit peu de l'offre locative privée qui se crée. On attend le bilan du retour. Il y a un rapport qui doit sortir qui existe, mais qui n'est pas rendu public pour l'instant, a priori. Par contre, les maires nous disent ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a eu un peu de retard à l'allumage parce que tout le monde levait un peu la main en disant j'en veux 3, j'en veux 10, etc. Donc il a fallu réorganiser ça. Mais globalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc moi, je pense qu'il faut trouver la formule de faire confiance au territoire. L'échelle régionale peut être une bonne échelle sur certains sujets. Je pense que l'échelle interco est une meilleure échelle sur d'autres sujets. La question du logement étudiant au niveau régional, ça me paraît assez légitime, puisque c'est une compétence par définition de la région, sur l'établissement d'un plan régional. Donc, moi, je pense que ça, c'est un sujet. Le deuxième point, qui est assez corrélé avec ça, mais qu'il faudra bien rouvrir à un moment donné, je ne sais pas si le CNR se saisira de tous les sujets, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas parler de décentralisation sans parler de fiscalité locale. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on flèche à un moment donné, comment est-ce qu'il y a une cohérence entre tout ça.
Ouais, il y a comment on finance, mais le logement est par définition, enfin la construction en général, parce qu'il n'y a pas que le logement, il y a aussi la construction économique, c'est quand même le générateur des recettes des fiscalités locales, quoi, des recettes des collectivités locales. Donc, à un moment donné, tout ça est complètement lié. On ne va pas faire le débat sur la taxe d'habitation, parce que ce n'est pas le sujet, mais à un moment donné, il faudra reconnecter un peu tout ça, et il y aura une révision, certainement une repensée de la fiscalité locale assez forte à avoir. Marjolaine Meunier-Millefert, qu'est-ce qu'on fait bien au niveau local que l'État ne sait pas faire et inversement? Alors, en fait, j'ai envie de vous dire que chaque strate va défendre quelle est la meilleure pour agir sur le sujet. Vous demandez à un conseiller régional, il vous dira que la région, même si elle n'a pas la compétence, elle doit se saisir parce qu'elle peut agir et en plus, c'est en lien avec des compétences qu'elle a, donc il faut qu'elle se saisisse. Vous demandez à un maire, il va vous dire que le maire et l'interco, c'est sans doute la meilleure échelle d'action. On n'a pas de conseillers départementaux, mais sans doute aurait-il été là pour nous dire que c'était la meilleure strate d'action. En fait, on a la chance d'avoir partout dans nos territoires, et quelques strates soient-elles, des gens qui veulent agir pour leur territoire et qui veulent agir bien. Je pense que là où on a tort, c'est de dire qu'on peut agir mieux à telle ou telle échelle. On a des lieux de compétences qui sont plus adaptés à certaines échelles, mais dans tous les cas, les partenariats doivent se faire. Je vais prendre le sujet de la mobilité. La loi d'orientation des mobilités permet la prise de compétences mobilité sur les intercommunalités. Et on voit bien que la question de mobilité, elle se réfléchit vraiment à une échelle fine, en fait, quand on veut faire les choses. Par contre, l'échelle du pilotage large, c'est bien la région, avec une vision d'infrastructure plus large qui doit la mener. Donc on a bien cette double échelle, à la fois d'un cadre un peu plus organisateur, la région, et enfin, ensuite, en parallèle, une sorte de finesse d'action plus à propos, plus proche des habitants, qui est l'interco ou le maire, qui peut du coup être en échelle d'action. Mais en fait, ce qui me frustre dans les sujets, c'est que si on ne comprend pas qu'on doit faire ensemble les sujets, en réalité, et qu'on se bat les uns contre les autres à dire qu'il faudrait prendre à l'État ce que l'État ne sait pas faire, ou en réalité, non, on n'y arrivera pas. Parce que si je regarde ce qui se passe dans les territoires, je vais prendre à nouveau ma circonscription. Moi, j'ai deux intercommunalités très différentes. Une intercommunalité qui a bénéficié bénéficié ou souffert, selon la vision des gens, des plans de l'État, en fait, puisqu'elle était un ancien ZAN. Donc, il y avait une vision très volontariste de créer des villes nouvelles, et donc un interventionnisme de l'État très fort sur ce territoire. Vous demandez aux élus, ils ne l'ont pas toujours bien vécu, mais aujourd'hui, cette intercommunalité-là, elle bénéficie d'un niveau de service comparativement à l'intercommunalité voisine qui n'a rien à voir. Moi, je représente les habitants des deux intercommunalités et je vois bien que les services publics ne sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre. Et quand j'explique à l'intercommunalité qui est mieux dotée, qu'il va falloir partager un petit peu les moyens pour aller développer l'intercommunalité qui n'a pas le même type de service, ne serait-ce que par exemple en mobilité, où il n'y a pas de service de mobilité sur l'autre côté, tandis que l'autre a un service de mobilité qui est quand même structuré, qui est toujours à perfectionner et à améliorer, mais qui est là, eh bien on me dit oui, mais nous on a tout ça à faire, on a beaucoup de bâtiments, il faut du coup qu'on nous aide financièrement davantage parce qu'on a beaucoup de bâtiments, et donc il faut qu'on nous fasse un bouclier fiscal encore plus important parce qu'en parallèle, les gens ont besoin d'une nouvelle, je ne sais pas, infrastructure de ci ou infrastructure de ça. Je dis oui, j'entends le besoin de croissance des habitants, mais dans le même temps, le territoire d'à côté, lui, pour le coup, il n'est pas doté du tout. Donc si on va dans des politiques qui sont de dire qu'on va densifier là où c'est déjà densifié, on risque d'avoir des vraies frustrations, et on les voit dans nos territoires. Enfin, je veux dire, ça se retrouve aussi dans les votes politiques. On va avoir des gens qui vont se sentir vraiment laissés de côté. Et il faut aujourd'hui qu'on ait cette vision à la fois de l'État d'équité entre les territoires entre eux, et en même temps cette politique des élus dans leur territoire qui sont capables de faciliter la péréquation, parce que dans les territoires d'une même région, il y a des choses très différentes. Et la région est un lieu de réorganisation et d'équilibrage, le département aussi, l'intercommunauté aussi, et à la fin des fins, l'élu qui est en face de ses habitants et qui répond au service, c'est bien le maire. Donc chacun dans son rôle. Alors, pour conclure, je vais laisser la parole à Yannick Borde. Sur quel levier est-ce qu'on peut appuyer en région ou sur les territoires? Moi, j'insiste très rapidement. Oui, j'insiste beaucoup sur la question du foncier, parce que je pense que vraiment, c'est le sujet sur lequel tout le monde doit se mettre autour de la table. L'élu local avec son droit de préemption, son PLU, l'État avec des dispositifs tels que le fonds friche. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment le sujet. Et puis, l'autre sujet, c'est de travailler tous ensemble,
toute la strate publique qu'a évoquée Madame la députée, mais aussi les opérateurs, et puis de rassurer les habitants sur l'acte de construire et sur la nécessité de continuer d'urbaniser nos villes, mais de façon certainement un petit peu différente. Et je pense que le troisième élément, c'est que nous n'échapperons pas, et là les élus notamment, à une refonte de la fiscalité locale, ou en tout cas une pensée de faire évoluer cette fiscalité locale. Il faut très clairement casser le moule, en fait. Parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut qu'on discute de ces questions, de comment on répartit les budgets entre territoires, comment on se donne les moyens d'agir entre territoires, parce que sans ça, effectivement, on crée de la frustration à tous les niveaux. Et de la concurrence. Et de la concurrence malsaine, tout à fait. Un dernier mot pour vous, Vicente ? Oui, je crois que le pays est malade de sa centralisation, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État s'occupe de la rénovation des centres-bourgs, s'occupe des pistes cyclables. Alors que les problématiques quand même sur les sujets de l'éducation, de la santé, de la sécurité sont claires. Moi, je crois que ces décisions-là doivent être prises au niveau des bassins de vie. Donc il faut donner aux échelons locaux, qui sont en contact des réalités locales, les moyens de conduire leur propre schéma de développement. Et je pense que l'acceptabilité en serait fortement renforcée, parce que nous sommes le seul grand pays démocratique aujourd'hui à être autant centralisé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a matière à débat Oui, entre vous.